هذا العدد برعاية MSD Santé Animale. Salam, toujours avec le principe du One Health, et à la veille de Eid al-Adha, nous consacrons notre émission au sacrifice et principalement les mesures préventives lors de l'abattage. Nous allons parler donc des aspects liés à la sécurité alimentaire. عشية عيد الأضحى نكرسوا برنامجنا للتضحية والتدابير الوقائية أثناء الذبح. نتحدث أيضا عن الجوانب المتعلقة بالأمن الغذائي. L'organisation de cette fête, comme vous devez le savoir, est un véritable défi logistique. Pour la population, les professionnels de l'élevage et de l'abattage, les collectivités et aussi l'inspection vétérinaire. Quelles sont alors les conditions d'achat du cheptel et de son entretien? Nous allons donc parler du bien-être animal. Eid el-Kbir est aussi une période où l'on consomme énormément de viande. La contamination bactérienne de celle-ci peut entraîner rapidement une infection alimentaire. Il est donc recommandé de respecter certaines règles avant et au moment de l'abattage de l'animal. Mahia shurut شراء المواشي وصيانتها. ماذا عن استهلاك اللحوم؟ نظرا لأن التلوث الجرثومي للحوم يمكن أن يؤدي بسرعة إلى عدوى غذائية، من المستحسن احترام بعض القواعد قبل وأثناء ذبح الحيوان. حالتي هيلثي سي تو سويت. Grand plaisir aujourd'hui de recevoir le professeur Khaled Harhoura, vétérinaire et professeur à l'école vétérinaire d'Alger. C'est Khaled Harhoura, bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Merci, pas de quoi, au contraire, c'est moi. Marhaba bik. Alors, les critères que le consommateur doit justement respecter à l'achat de la bête du sacrifice, واش لازم يدير في باله قبل ما يشري كبش العيد. أولاً, je tiens à vous remercier et je prends un mot que vous avez dit. L'Aïd al-Adha, c'est la fête de l'abattage, c'est pas une fête de consommation de viande. Tout à fait. Donc, c'est faire partager, c'est le partage, c'est une fête religieuse, ça. Et donc, pour répondre directement maintenant, pour l'achat de ces moutons, qu'est-ce qu'il doit faire le consommateur, celui qui va acheter son mouton? Il y a trois endroits de vente. Le premier, c'est au niveau des offices étatiques. Ces moutons sont contrôlés par des services vétérinaires. Deuxième, un endroit désigné par les autorités locales, tel endroit, Al-Harrach, Chalaga, etc. Et donc, il y a un vétérinaire sur place pour répondre éventuellement à des problèmes pour l'acheteur. Trois, ce sont des gens, malheureusement de plus en plus nombreux, qui vont directement d'un privé à un privé pour acheter le mouton. Donc, les moutons ne sont pas suffisamment ou ne sont pas assez contrôlés par les services vétérinaires. N'empêche, dans le troisième cas, c'est-à-dire que si vous venez à acheter le mouton, vous le ramenez de 50 km, 100 km, il y a des mesures à prendre. Dans la mesure du possible, présentez-le au vétérinaire. Au niveau des abattoirs, il y a toujours des vétérinaires. Au moins, ils vous disent, en gros, si le mouton, il a telle ou telle pathologie. Et le vétérinaire va l'inspecter. Il chauffe le vivant. Ça, c'est ce qu'on appelle l'inspection anti-mortem. Deuxièmement, une fois que vous l'avez acheté, moi, je conseille, je dis, évitez d'acheter le mouton plusieurs semaines à l'avance. Pourquoi? Parce qu'en ville, on risque d'avoir des problèmes tels. Problèmes d'hygiène. Le mouton en pleine ville, les odeurs, en plus surtout, l'alimentation. Qu'est-ce qu'il faut lui donner à manger? Combien de fois par jour? Est-ce qu'on doit lui donner l'eau avant l'orge ou l'orge avant l'eau? Là, on parle des conditions d'entretien. Donc, il vaut mieux acheter, dans la mesure du possible, acheter votre mouton 2-3 jours avant le sacrifice, et il vous durera. Donc, problème d'hygiène chez vous. Donc, il vaut mieux l'acheter, je répète, 2-3 jours avant. Au moment de l'abattage, donc le jour de l'Aïd, avant l'abattage, la veille de l'abattage, c'est connu, il faut arrêter de lui donner à manger à partir de... Avant de l'abattage, il y a aussi les conditions de transport qui font D'accord. Eh bien, c'est une créature de Dieu, le mouton.
Donc, il ne faut pas j'allais dire punir, il ne faut pas le mettre dans des conditions où il risque d'être ou à contaminer. Parce qu'un transport, c'est un stress. Et qui dit stress, dit forcément le système immunitaire est bloqué. Et donc, il y aura éventuellement des germes qui vont sortir de l'intestin, ils vont contaminer la carcasse. En plus, ce mouton, une fois pendant le transport, il faut qu'il soit à jeun aussi. Sinon, on aura ce qu'on appelle communément, techniquement, bactériémie de transport. Et donc, on risque d'avoir la qualité de la viande ne sera pas bonne. D'accord, ça c'est pour le transport. Maintenant, transport. L'hébergement de l'animal, oui, l'hébergement, oui, donc, quand il vient, en principe, c'est dans son domaine, à savoir, puisque vous le ramenez tout la veille, ils ont fait un contrat, il y a une trace, elle est blessée son mouton, ça appartient pas à un autre. Il faut que soit les enfants ou la famille vont vers le mouton et pas l'inverse. Au lieu de ramener un mouton au 4e, 5e étage, il va tuer autant c'est la famille qui vont le voir à Moula. Si Moula n'est pas loin de lieu d'habitation, maintenant si c'est très loin, ils diront dans le quartier ou il y a un garage ou un enclos, ils les mettent ensemble avec quelqu'un qui sait nourrir les animaux en leur donnant de l'eau. Et juste la veille de l'abattage, on arrête de donner à manger, mis à part l'eau, ce qu'on appelle la diète hydrique. On ne donne que de l'eau, on ne donne plus à manger. Maintenant, l'abattage, le jour de l'Aïd. Alors tout ça, c'est pour vraiment éviter le stress de l'animal et c'est très important. Éviter le stress, éviter la contamination. Il faut pas croire que c'est l'animal qui va contaminer toujours, mais parfois c'est l'homme, le matériel, le milieu qui contamine. Les bassines, etc., qui ne sont pas très propres. Et c'est tout ça qui fait ce qu'on appelle communément les 5 M. C'est la main-d'œuvre, c'est le personnel qui a fait l'abattage, le matériel, le milieu, la méthode. Si vous abattez Filard, ce qui se passe malheureusement, justement, je voulais parler de l'abattage, de lieu où abattre, il ne faut pas abattre n'importe où. J'allais vous poser la question, justement. Voilà, justement. Alors, donc l'abattage. L'abattage, le mieux, c'est l'abattage au niveau des abattoirs. Pourquoi ? C'est l'idéal. C'est l'idéal. Parce qu'il y a le personnel abatteur professionnel. Donc, mais ils ne vont pas délabrer la carcasse. Comme on voit dans les rues, ils abattent, ils déchirent la toison, ils déchirent la peau, etc. Donc, au niveau des abattoirs, c'est rapide, c'est propre, il y a du matériel, il y a de l'eau, tout est fait. Surtout en cette période. Il y a des jours où il n'y a pas d'eau, hein, et si vous abattez, vous avez mal lavé, etc., ça reste une matière fécale. C'est un problème d'hygiène. Matière d'hygiène. Donc, vous avez l'abattage se fait au niveau des abattoirs, ça c'est l'idéal. En présence du vétérinaire. Bien sûr, il y a toujours, puisque dans les abattoirs, dans l'abattage, il y a toujours une permanence des services vétérinaires. Il y a même les autorités locales désignent des places pour l'abattage, avec il y a toujours un camion d'eau, hein, et puis vous avez des bennes pour ramasser les restes, les détritus, ce qu'on appelle le 5e quartier, les pieds éventuellement, si les gens ne veulent pas prendre les têtes, ce qui se fait malheureusement, ces dernières années, on voit de plus en plus des toisons marbéiennes dans les avaloirs, etc. Au lieu de les jeter, il y aura une benne des autorités, et là, au niveau d'une placette. Hadi, au niveau de la placette. Maintenant, il se peut les maquettes sur la placette, les gens veulent l'abattre chez eux. Pas de souci, c'est un abattage dit familial. En principe, il ne doit pas être autorisé parce qu'il peut y avoir des pathologies. Le propriétaire de l'animal n'est pas un vétérinaire, donc il ne s'y connaît pas. Mais le conseil que je donne, c'est que si vous êtes obligé d'abattre en dehors des abattoirs, ou en dehors d'une place publique, et que vous devez abattre chez vous, dans le quartier. Dans un appartement. C'est un peu trop fort, parce qu'il y a les matières fécales, l'eau, les restes, le sang, etc., qui risquent de boucher un peu les canalisations. Mais allez, dans la rue, ils peuvent avoir. C'est la bonne hygiène du matériel, la bonne hygiène d'un état, le parterre, le mieux peut-être de mettre une toile serrée ou laisser l'animal. Pas même le sol. Il faut éviter le sol, exactement. Il faut éviter les flaques d'eau, parce qu'il y a une régurgitation de l'eau, et donc les matières fécales, et surtout les germes, hadia, non. Et donc, quel que soit, dès que vous voyez une lésion, vous voyez quelque chose de douteux, on ne sait pas si c'est l'abcès, kyste, nodule, dès qu'on voit quelque chose qui n'est pas normal,
vous devez faire appel aux vétérinaires. Ils ont des vétérinaires, vous prenez votre carcasse. Il y a au niveau des abattoirs, il y a des services vétérinaires qui sont de permanence ou dans les placettes et vous présentez votre carcasse ou l'organe. Alors dites-nous maintenant, cette inspection vétérinaire, elle se fait comment? Il s'agit de la tête, des poumons, du foie, le cœur, la couleur aussi de la carcasse. C'est tous ces aspects-là, les chauffons du vétérinaire. Le vétérinaire. Là, on rentre dans le technique que fait le vétérinaire. Le vétérinaire, première des choses, il voit l'appareil, il y a l'appareil respiratoire, donc les poumons, l'appareil circulatoire, le cœur, l'appareil digestif, vous avez les intestins, vous avez le foie, d'accord? Et puis vous avez bien sûr la qualité et le muscle, c'est-à-dire la carcasse. Alors, parce qu'il y a des pathologies où il y a un impact direct sur le foie, par exemple, ou le cœur, ce sont les fameux kysts hydatiques, il n'y a pas que ça. Au niveau des muscles, vous avez des parasitoses, notamment des parasitoses, qui sont malheureusement, qu'on appelle zoonotiques, transmissibles à l'homme. Donc l'homme, en consommant cette viande, d'abord c'est muscle, ensuite ça devient viande par transformation, c'est ce qu'on appelle, on laisse 24 heures ou un peu moins de 24 heures cette carcasse à l'air, pour que ça se transforme de muscle en viande. En consommant cette viande qui renferme certaines parasitoses, on peut éventuellement contracter la maladie de parasitose. À titre d'exemple, on appelle la cysticercose. On va dire la cysticercose, puisqu'on parle de moutons, quoique, vous avez remarqué que l'abattage à l'Aïd, il n'y a pas que les moutons, puisqu'il y a des régions d'Algérie qui préfèrent le bovin. فرد كما نقولوا حنايا فرد الوزيعة en Kabylie ou dans d'autres régions. La Kabylie, c'est surtout le bovin. C'est une région à bovin. Par rapport à la plaine, par rapport au sud, par rapport au plateau, c'est plutôt mouton. Donc là, ça complique. Je dirais que pour aussi bien les parasitoses, etc., toutes les lésions, il faut la présence d'un vétérinaire. Si vous doutez sur la couleur de la viande, bien sûr, les gens connaissent un peu, les gens de l'intérieur du pays connaissent. Si vous prenez un mouton des montagnes, la viande n'est pas de même couleur que le mouton de la plaine. Vous pouvez nous expliquer, c'est une histoire d'oxygène, de respiration. Exact. Parce que là, c'est comme un sportif. Plus on monte dans une montagne, il y a moins d'oxygène. Donc les globules rouges se forcent pour capter un peu l'oxygène, donc elles sont plus grandes. À l'abattage, il y a une oxydation. Donc s'il y a une oxydation par l'air, l'oxydation de ces globules rouges, ça va donner une viande un peu foncée. على بها الناس اللي يعيشوا في الجبل حنا كوم حمورة. Exactement. C'est connu. Et entre autres, oui. C'est le pas sportif. D'ailleurs, à titre d'exemple, quand les filles, elles ont plus d'oxygénation dans le poumon bakari, le deuxième souffle. Parce que le sétif se trouve à 1000 et quelques mètres d'altitude. Tout à fait, c'est une histoire d'altitude. Donc, par rapport à la plaine, ils sont plutôt la bedaine, ils sont plutôt forts. Donc pour les animaux, c'est la même chose. Maintenant, il y a beaucoup de pathologies qui l'impact sur les carcasses ou sur le foie ou sur... Alors, la conduite à tenir justement. Dès qu'on voit qu'il y a une anomalie, واش لازم الإنسان يدير كي يشوف حاجة ماهيش كما نقولوا حنا بالعامية نورمال. حاجة ماشي نورمال. كون plutôt حنا في الجنة نقولوا نورمال. C'est normal sans même en voulant dire parfois c'est pas normal. Tout à fait. Donc dès que je fais une couleur ou une lésion dans un organe ou dans le muscle, ne dites pas نحيها بالموس et je consomme le reste. Parce que parfois, des lésions toutes petites sont parfois, de certains parasites sont beaucoup plus dangereuses aussi que les lésions généralisées ou plus grandes. Parce que je m'explique. Vous avez certaines pathologies comme les parasitoses. Oui, ce ne sont pas des zoonoses, elles ne sont pas transmises. Cependant, on doit saisir la carcasse ou l'organe par répugnance. Alors que parfois, vous avez de petites lésions, quelques petites lésions adultes, de petites vésicules. Je cite le cas toujours de cysticercose. Pourquoi je dis cysticercose? Je tiens à ça parce que elle existe chez nous. Le mouton, de manière générale, il y a 3 espèces qui contaminent le bovin, les ovins et le porc. Et ben les 3, le mouton, il peut être contaminé par les 3. Au Kenya, il y a en 2005 à travers le monde, on pensait que celui qui contaminait le mouton, on appelait cysticercose ovis, un mouton, n'était pas zoonotique, non transmissible à l'homme. Et que le seul transmissible, c'est le porc, qu'on appelle cellulosé, ou le bovin, ce qu'on appelle le bovis, c'est le bovis. Malheureusement,
le mouton peut être contaminé par les trois. Et donc, c'est une nouvelle donne depuis 2005. Là, machine, 2005, l'Organisation internationale des épidémies aussi, l'équivalent de l'OMS, Organisation mondiale de la santé humaine, a décrété comme quoi l'ovis, celle qui contamine le mouton, qui a été isolée la première fois chez les ovins, était zoonotique, transmissible à l'homme. Alors que jusqu'à présent, même en Algérie, on pense toujours que l'ovis n'est pas zoonotique. D'accord. D'accord. Deux, la lésion de l'ovis ressemble macroscopiquement à celle de cellulosée. T'as le porc et celle de bovin. Elles se ressemblent. On ne peut pas faire la distanciation. Or, bovis et cellulosée sans zoonotique transmissible à l'homme, d'accord, même si on pensait que l'ovis n'était pas. D'accord. Donc, du point de vue lésion, on ne peut pas savoir c'est dû à telle ou telle espèce, macroscopiquement. Très bien. Maintenant. Donc, il y a un danger. Donc, un mouton qui a des vésicules, doit être saisi, ne doit pas être consommé par l'homme. Très bien. Ouais. Alors, maintenant on a la carcasse. Comment la stocker surtout, professeur? Voilà, que stocker. Alors, la carcasse, on a une habitude chez nous de la laisser à l'air libre, 24 heures. Or, vous pouvez la laisser à l'air libre si on est au mois de décembre. Parce qu'il fait frais, à la limite, 24 heures, c'est pas trop méchant. Mais si, comme c'est les jours actuels, il fait très chaud, après 24 heures, elle a transpiré, les germes qu'on a ramenés avec les mains, le matériel, etc., et la température très élevée qu'on a, va être un baume pour les bactéries, et donc elle va se dégrader. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Cette carcasse, dans la mesure du possible, c'est la mettre tout de suite au froid. Au froid, pourquoi le froid? Le plus proche possible du zéro. On ne peut pas la mettre à moins 5 ou moins 10 parce que la congélation, on va manger de la congeler, comme ça sera difficile de la découper. Par contre, au frais, c'est-à-dire température de 1, 2, 3 degrés, on doit la laisser au moins 24 heures. Le temps que le muscle devient viande. Et il sera viande, parce que si on la met encore une fois à la congélation, on risque de bloquer le processus de transformation de muscle en viande. Par contre, la réfrigération, même à 0 degré, elle ne la bloque pas. Donc on aura l'avantage de transformer le muscle en viande et on aura l'avantage de bloquer certaines bactéries et retarder leur multiplication. Au lieu de se multiplier un golo toutes les 20 minutes, ça se multiplie toutes les 2-3 heures. D'accord? Donc, mettre les carcasses au froid dans la mesure du possible. Alors, on me dira qu'un petit réfrigérateur et la carcasse est assez grande. Tu peux la couper en deux. Carrément, mais il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Il y a une action du vétérinaire dans la carcasse maintenant. Est-ce que le vétérinaire tout à l'heure, on dirait quand il y a dans le muscle, il y a le muscle et la carcasse elle-même. On doit inspecter quoi? Les maladies respiratoires, comme les bronchites, les pneumonies, qui ont un impact carrément sur la carcasse, sur les séreuses, la plèvre thoracique. Hein. Donc, il doit inspecter ça. Il doit bien sûr voir la couleur de la viande. La viande, la graisse, et les aponevroses. Le problème, c'est les séreuses. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir des pathologies qui entraînent ce qu'on appelle communément l'ictère. Or, l'ictère, c'est la présence des pigments biliaires dans le sang. Donc, plus vous chauffez une bada pour manger, plus il devient toxique. Donc, un mouton jaunâtre qui tire vers le jaune, c'est un mouton ictérique. Interdit de le consommer. D'accord. Donc, c'est-à-dire, entre autres, même si, comme je le dis, donc il n'y a que le vétérinaire qui peut juger que cette carcasse est bonne à consommation ou pas. Et c'est pas la couleur jaunâtre à vue d'œil. Mais c'est pas monsieur tout le monde qui peut juger, c'est toujours le vétérinaire. Les lésions, la conduite à tenir. Même si on essaie d'expliquer dans le cas le l'ictère, oui, le vétérinaire, je suis sûr qu'il va saisir en disant non, il ne faut pas consommer. Ne pas consommer, ça ne veut pas dire les jeter aux animaux. Parce que parfois, c'est très dangereux de donner aux animaux. C'est le cas pour exactement. Même il y a les chats qui tournent autour d'une carcasse, ou les chiens, alors ils chauffent un kiss, ou ils chauffent un aux chiens. Parfois, c'est plus dangereux. Parce qu'il y a un cycle. Le cycle,
parasitaire ou la haja n'est pas finie, il retransite par le chien, et c'est le chien, par défécation, il va nous envoyer des œufs, je sais pas, les sarcocystiques ou autres pathologies, et ça devient dangereux. On sera contaminé à partir du chien. Il suffit d'être léché par un chien et bonjour les dégâts. Wahda. Le chien, tout le monde parle de l'eukésidatique, si vous permettez 30 secondes à l'eukésidatique. On oublie que le chien, c'est pas en touchant uniquement le chien qui nous lèche, d'ailleurs, mais déjà les fruits et légumes, notamment qui met les fraises, etc. Le chien qui va déféquer dans un potager, en consommant les fruits et légumes mal lavés, tout à fait. On a les œufs. Alors, et le chat aussi. Tout à fait. Le chat, une des pathologies connues chez la femme algérienne, la femme algérienne nouvelle mariée, premier part, c'est la toxoplasmose. C'est le chat, c'est le chat qui est le vecteur. Donc, c'est pas parce qu'une carcasse ne vous plaît pas et que vous n'allez pas, au lieu de la saisir, la détruire, etc., vous allez donner cette viande au chat, et ben vous êtes en train d'entretenir le processus. D'accord. Et tout à l'heure, en disant les places publiques ou les abattoirs, parce qu'au cas où il y a une saisie, c'est aux autorités de prendre cette carcasse et de refaire l'écarissage, détruire, etc. Il y a donc, si vous abattez chez vous, dès que vous avez un doute sur la couleur de la carcasse, sur les lésions, on est dans les muscles, ou là dans le foie, ou là dans les poumons, ou dans le cœur, tout de suite vous amenez votre produit, la carcasse ou l'organe, et vous le présentez au niveau des abattoirs. Il y a un service vétérinaire, il vous dira à consommer, pas consommer, quoi faire. Je profite de l'occasion, vous êtes là, professeur Harhoura. La question de l'identification du cheptel, elle a toute son importance. Dans certains pays, le cheptel doit être identifié. يعني لا ما عرفناش هذا الموطون هذا منين يجي ما نقدروش نذبحوه. Qu'en est-il chez nous en Algérie? C'est le problème fondamental, ça fait des décennies qu'on dit la même chose. Parce que maintenant, ما كاش واحد vétérinaire qui vous dit maintenant, telle pathologie, c'est Tlemcen, là c'est Wahran, ou là c'est Constantine, là, personne. Pourquoi? Il y a un mouvement de transhumance, etc., de transit, les animaux d'une manière impune. Ça passe nuit et jour, ça passe. Or, c'est extrêmement important pour savoir où est-ce qu'on a telle pathologie. Ninjet. يعني إلا بان مرض في جهة نعرفوا كيفاش نعرفوا etc. نقضيو عليه. شوف هما dans le pays développé un œuf بيضة وما يفبريك ils ont des milliards d'œufs. Chaque œuf a un numéro. On sait que la poule, etc., de quelle région, etc. On peut intervenir tout de suite au niveau de la région. S'il y a quoi que ce soit comme problème. Les animaux vont de l'est à l'ouest, du nord au sud, etc. Donc ils peuvent transmettre des pathologies, on ne sait pas. Chaque année, on a des maladies infectieuses à déclaration obligatoire, etc. Ça devient très, très, très difficile de savoir l'origine de cette pathologie, de quelle région. Cette pathologie. Et c'est dommage, parce que et c'est très très bon de conseiller les gens, conseiller les responsables, de dire il faut impérativement immatriculer les animaux, qu'on puisse savoir la pathologie pour pouvoir agir à la base. Très bien, quelques petites questions rapides du grand public. Le phénomène de la viande verdâtre, comment éviter pour qu'il se reproduise? On a eu cet incident il y a quelques années. Oui, c'est pas évident. C'est pas évident. Il y a eu beaucoup d'hypothèses. Verdâtre, il y a deux choses. Il y a verdâtre, on peut l'avoir tous les jours. Tous les jours, une carcasse qui est entretenue à température élevée. Quand on dit température élevée, c'est 25-30 degrés, chez nous, etc. Elle devient ce qu'on appelle une altération verte. Le développement des germes, certains germes vont dégrader les protéines et donc libérer des produits qu'on appelle anaboliques. L'anabolisme va entraîner la fluorescence, une coloration. C'est d'accord. Maintenant, par rapport à ce que vous faites allusion de ce qui s'est passé il y a quelques années, il y a eu beaucoup d'hypothèses. Certains ont abattu, c'était bien le lendemain, même en les mettant au froid, on obtient cette couleur verte. On a obtenu, c'est devenu vert. On se dit au froid, quel froid? Si c'est 0 degré, le 0 degré n'empêche pas
n'empêche pas, comment dirais-je, l'activité enzymatique, si c'est d'origine bactérienne. Si c'est d'origine bactérienne, ça n'empêche pas, et donc ça devient verdâtre. Certains disent que la viande, même congelée, elle devient verte. Elle devient verte, congelée. Or, on sait, la science nous a appris qu'à moins 10 degrés, il n'y a plus d'activité, moins 15 degrés, il n'y a plus d'activité enzymatique. À moins 10, il n'y a plus d'activité bactérienne. D'accord. Alors, y a-t-il un risque d'assèchement lorsque la carcasse est mise sous un climatiseur, surtout à la période d'asra? Assèchement de quoi? De la viande? De la viande, de la carcasse. Non. Quel est le climatiseur? معليش il y a le principe. Juste au moment de l'abattage, ce qu'on appelle l'activité de l'eau, il y a le muscle qui est riche en eau. Et ben, c'est à peu près 99%. Elle dit la quantité d'eau est favorable au développement des germes. Notre intérêt, notre objectif, c'est diminuer cette activité de l'eau. D'accord. Alors, diminuer comment? Il suffit de le mettre au froid, ou là dans un endroit bien ventilé, entre autres, ça ne pose aucun problème, à condition qu'il ne ramène pas la poussière. Tout à fait. Il ne ramène pas la poussière. Alors, une viande peut-elle être stockée dans un congélateur pour combien de temps? Dans un congélateur, elle peut être stockée éternellement, tout le temps. Parce qu'elle est à moins 10. À moins 10, il n'y a plus d'activité bactérienne. Donc, on a bien trouvé des corps de mammouth après 200 000 ans. Ouais. Mais le problème, c'est qu'il y a un dessèchement. Or, le goût, c'est dans l'eau. Donc l'eau interstitielle dans les fibres, si toute l'eau, enfin, ou une très grande partie de l'eau part, donc il y a un dessèchement, il y a le goût qui part. Donc toutes les matières hydrosolubles, vitamines, certaines enzymes, ce qui fait la qualité organique gustative n'est plus. Gustative, si vous voulez. La dernière question, c'est les défis pour le traitement des déchets post-sacrifice, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, professeur Harhoura, et je parle surtout des toisons du mouton. Les hédorat, qui il y a deux choses. Vous avez bien fait de le dire. En Algérie, on n'a pas la récupération des al-azam. Comme vous avez les abattoirs, les marchés, terres, etc., sont jetés dans les dépotoirs publics. Dépotoirs publics. D'accord? Donc, c'est vraiment dommage, parce qu'il va falloir bien penser à ça, la récupération de tous les résidus, comme les eaux, etc., pour faire ce qu'on appelle les farines. Parce qu'il est riche en protéines, en calcium, etc., à travers le monde. Il devient une petite anecdote. C'est à travers ces restes qui sont par les caries, etc., ça nous donne les farines d'os, les farines de viande, les farines même les pathologies, une carcasse tuberculeuse, une fois qu'il passe à 800 degrés ou à 400 degrés, ça y est, il n'y a plus de bactéries, meurent. Donc on peut récupérer les farines et donc donner comme aliment aux animaux. Le meilleur cas, ça a été l'histoire de la vache folle. Les années 80, les années 88-89, ils n'ont pas assez chauffé. Par économie d'énergie, avec crise d'énergie, ils n'ont pas. Alors du coup, ils n'ont pas pu détruire ce qu'on appelle un prion. C'est une substance non conventionnelle, c'est pas un virus, c'est pas une bactérie. Et c'est ce prion devenu pathogène qui a entraîné ce qu'on appelle la vache folle, le SB, l'encéphalite spongiforme bovine. Eh bien, malheureusement, on n'utilise que les carcasses. Les os, on ne les utilise pas, c'est une perte sèche. Maintenant, concernant les toisons, les hédora, eh bien, c'est vraiment dommage. Il n'y avait pas une maison de Kholéha dans les quartiers populaires, mais les hédora, même pour l'invité d'honneur, pour le bébé, etc. Les mentalités ont changé. Exactement. Même dans les quartiers populaires, c'est vrai, moi je comprends les gens qui habitent au 15e étage de l'ADL, 15e étage, où alors, c'est pour ça que je dis, il vaut mieux abattre ou le tibdiha dans des sachets, que les autorités locales, les mairies, désignent des endroits pour la récupération de ces toisons. Vous imaginez, l'année passée, j'ai lu sur le journal qu'il y a eu 4,5 millions de moutons égorgés. Sur les 4 millions, s'il n'y avait que 50% qu'on avait jeté, ça fait 2 millions. 2 millions de toisons, avec au moins 2 kilos de laine. Par contre, regardez, ça fait quand même 4 millions de kilos. 4 millions de kilos, combien de piles on pourra faire avec cette laine? C'est une sacrée production. Une production, et combien de cartables, combien de chaussures, etc. avec la peau. Donc, au lieu de jeter
très souvent, malheureusement, on les a vus, il y a comme dans des avaloirs. Et donc ça fait pire encore, non seulement qu'ils les ont jetés, mais ça bouche et ça ramène les rongeurs. Donc c'est une perte, mais c'est le côté perte, ça nous crée même des problèmes. Donc je pense, le mieux, on a même vu des têtes de Bouzelouf. Alors qu'on voit de temps en temps des jeunes avec des bouteilles de gaz, avec un chalumeau, bien sûr. Amenez vos têtes à les jeunes, ça leur fait un peu de travail. Et puis, parfait. Là. Merci beaucoup, professeur Khaled Harhoura, vétérinaire et professeur à l'école vétérinaire d'Alger. Merci beaucoup. كانت هذه توصياتنا فيما يخص أضحية العيد. ما بقى لي ما نقول لكم صحة عيدكم وكل عام وانتم بخير. هذا العدد برعاية MSD Santé Animale.